À la une de ce journal, le conseiller du président de la République, en même temps président de l'ONG Convergence, Hervé Ndongema, est décédé hier 11 septembre à Épinay-sur-Bois dans la région parisienne. Circulant d'abord sur les réseaux sociaux, la nouvelle a été confirmée ce matin par des proches de la famille. C'est l'essentiel de cette édition d'information dont vous êtes, mesdames et messieurs, bien évidemment, les bienvenus. On ouvre malheureusement ce journal avec la rubrique nécrologique, partie du pays, pour des raisons à la fois de santé et de poursuite judiciaire. Hervé Ndongema s'est éteint hier, un soutien indéfectible de la politique du Parti démocratique gabonais et du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La rédaction de la télévision Shekina lui a consacré ce focus avec Arnaud Mbabokoum. Politique et de la vie associative active, Hervé Ndongema, qui a consacré son temps pour les deux causes si précédemment citées, a tiré sa révérence hier dans l'Hexagone, loin de sa terre natale, qu'il a pour des raisons peu connues quitté il y a bientôt un an. Considéré comme fugitif pour les uns en raison de l'opération Mamba qui le viserait pour détournement des deniers publics, Hervé Ndongema présentait néanmoins des signes d'une maladie qui semblait le ronger depuis longtemps. Mais en dépit de ces quelques bribes de santé, le maestro, comme l'appelaient affectueusement ses proches, était un fervent acteur politique rompu à la cause du parti au pouvoir et de son président. Il a défendu ses idéaux sur le terrain, comme au cours de cette rencontre avec les jeunes à la veille du scrutin présidentiel du 27 août 2016. Aujourd'hui, le président vous demande une seule chose, c'est que vous soyez responsable. Et c'est que vous allez voter cash pour le président Ali. Pourquoi je vous demande de voter pour le président Ali? Mais c'est parce que le président est le meilleur choix. Oui, c'est vrai. Tous ceux qui sont candidats face au président, ils ont 70 ans et passé. C'est vrai. Donc en réalité, ils sont vieux, ils sont amortis, ils ne peuvent plus rien nous apporter. C'est vrai. Et le président Ali, c'est le seul président, non seulement qu'il est jeune, mais qui a pris des responsabilités très tôt. Mais c'est surtout sur les plateaux de télévision qu'il exprimait davantage sa vision politique pour le pays en restant penché du côté du pouvoir. À l'émission Le Politique sur TVS, son passage, on s'en souvient toujours. Lorsque le président Ali Bongo Ondimba, il arrive, ne pouvait-il pas s'inspirer du cas sénégalais où Macky Sall, il arrive, permettez-moi de prendre cet exemple, Macky Sall arrive, il trouve toutes les institutions qui étaient là en place et un mandat présidentiel qui lui donnait large opportunité de se maintenir. Mais au moins, il a saisi la haute cour de justice au fin de demander à ces dernières de revoir le mandat présidentiel à 5 ans. 5 ans renouvelables. Renouvelable, bien sûr. Oui. La Cour constitutionnelle lui a répondu oui, mais vous terminez d'abord votre premier mandat à 7 ans. N'est-ce pas là le président Bongo aussi pouvait s'inspirer de ce mais vous savez, chacun de nous a sa méthode de gouvernance. Vous comprenez? Le président Ali n'est pas là pour nous tuer les équilibres. Il n'est pas là pour nous tuer les équilibres. Non, il n'est non plus là pour venir réduire quoi que ce soit. Le président Ali, je suis sûr qu'après ce mandat-là, il ne se présentera plus. Je suis sûr, connaissant l'homme. Parce que, vous savez, le président, pourquoi le président se présente-t-il? C'est parce que lui-même il le dit. Il a planté un arbre qui s'est enraciné. Maintenant, il faut que le tronc d'arbre, que les feuilles, que les fruits mûrissent et ensuite nous récoltons. Et je vous dis que les 7 ans qui arrivent, le Gabon sera un petit Dubaï 2 avec le président Ali. Quittant les plateaux de télévision pour retourner sur le terrain, l'homme développait ce côté humaniste en allant au chevet de ses populations pour des dons divers. Même en le faisant à titre personnel, il donnait toujours la gloire à ses mentors politiques. Ce fut le cas à Aveya ce mois de juin 2016. Ce don a été réalisé par monsieur médecin Akambesi Kani, qui a le souci du bien-être de ses frères et sœurs gabonais. Ici, nous sommes passés samedi dernier pour nous enquérir d'une situation qui a été déplorée ici par rapport au bassin versant. Et donc aujourd'hui, nous avons donné du matériel
pour que ces gens-là puissent travailler eux-mêmes pour assainir où ils habitent. Hervé Ndongema a dû quitter son pays dans des circonstances quelque peu conflictuelles avec le régime, selon ce qui a été rapporté par les uns. Vrai ou faux, nul ne le sait, mais il est évident qu'il décède en Occident dans l'indifférence totale de ses amis politiques et hiérarchiques d'hier. Comme quoi, lorsqu'on a extrait le jus de l'orange, on le jette, mais maestro, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Autre disparition, celle d'Antoine Biyamba, surnommé Kaki Disco, disparu en fin de semaine dernière. Cet artiste laisse de nombreuses personnes éplorées, notamment dans la capitale économique, où des témoignages à son endroit n'ont pas tardé à se faire entendre. Ceci au micro de Nancy Iriel Berkouna de Média Plus. Oui, le Gabon est en deuil et on vient de perdre un promoteur, une icône, une grande image de la musique gabonaise. Donc vraiment on est très triste et très touché de savoir que Kaki Disco, un grand frère qui a été vraiment très large. D'abord il était vraiment très large avec tout le monde. Il n'a jamais été celui qui n'avait pas envie de partager avec les autres ses connaissances artistiques. Sa musique a eu un impact. D'abord, c'est une coloration où il était presque unique dans son genre. Donc, vraiment, Kaki Disco ne sera pas facile à effacer. Et si seulement les autorités compétentes prennent les choses entre mains, et ce serait très bien pour appeler les artistes de la ville de Port-Gentil et organiser un hommage, pourquoi pas à l'honneur de ce grand artiste. Les mots sont vraiment tristes, en même temps j'ai de la peine pour la nation gabonaise qui vient de perdre encore un artiste, vraiment le roi du Tswaka, qui était Kaki Disco. On a d'abord pleuré au lit. Et là, c'est Kaki Disco qui s'en va encore, donc les mots me manquent, c'est triste pour la nation. Si les artistes de Port-Gentil ne se réunissent pas vraiment pour sortir un hommage mérité pour ce grand talent de la nation gabonaise qui vient de s'en aller, ce sera encore plus triste. D'abord, je reçois ça comme un coup fort. Et c'est vraiment avec beaucoup de peine que je peux m'exprimer, c'est-à-dire en ce moment. Et vraiment, Kaki Disco, pour moi, c'est une grande figure de la musique gabonaise qui vient à peine de partir. Et ça dit, c'est avec la voix, avec la voix nouée que je puis m'exprimer ainsi, quoi. C'est vraiment très triste, quoi. C'est que c'est triste. C'est triste parce que le Gabon a connu des talents, et le Gabon aussi a perdu des talents, et là, le Gabon vient de perdre encore un talent. Voilà, moi, ce que je trouverais vraiment triste, encore, s'il faut encore ajouter, c'est que son départ, c'est-à-dire, paraisse incognito, quoi. Ben, ça touche tout le monde. On perd une grande vedette comme ça, c'est vraiment touchant. Bien, c'est regrettable, très très regrettable, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres artistes qui vont remplacer. Déjà, les causes de la mort, on ne sait pas s'il était malade ou pas. Ben, les condoléances, c'est seulement ça. À Port-Gentil, nous sommes un peu surpris de la mort. Vous savez que la mort, c'est comme ça. Mais l'artiste nous laisse un vide dans le pays parce que vraiment, c'est un jeune monsieur qui nous faisait un peu de la musique, qui nous permet moins de rigoler. C'est une grande perte pour nous parce que nous n'en avions même pas assez. Les artistes, nous n'en avions pas assez. Alors si on perd comme ça, combien on reste? Il n'y en a même pas assez, nous regrettons. On n'en parlera jamais assez de ces marchés à ciel ouvert, malgré de nombreux rappels à l'ordre et les risques que cela comporte. Certains commerçants continuent de briller dans l'incivisme en écoulant librement leurs marchandises. Un constat mené ici par Fabiola Mengue et Jean-Luc Bourobou. Les vendeurs à la sauvette opérant généralement dans l'informel, les vendeurs de la friperie ou de tout article sont la proie des policiers, mais aussi de la mairie adepte du racket. Avec ces gens-ci, ils sont peu comment? Ça, le commerce que vous voyez là, c'est d'abord un commerce très compliqué. On se débrouille comme ça et quand eux viennent, c'est pour nous soutirer le peu qu'on a. Les places, on va avoir des places aussi. Pour ces commerçants n'ayant pas d'endroit approprié, ils sont obligés de se rabattre sur les trottoirs. Une demande est lancée en faveur du gouvernement afin de créer des structures adéquates pouvant accueillir ces derniers et exercer librement et en toute sécurité leur activité.
On parle de dégradation de la route, notamment sur l'axe gare routière Carrefour Les Yomba. Les commerçants installés non loin de la chaussée éprouveraient d'énormes difficultés à écouler leurs marchandises. Psaume Ayant et Jean-Luc Bourobou pour le reportage. En jeu de jambes et fil à l'indienne, les usagers empruntent l'axe routier gare routière Les Yomba se sont accoutumés à ce train-train. Au fil des années, ce réseau routier a perdu son bitume. Aujourd'hui, place à la boue et aux flaques d'eau. La dégradation de la route pour ces commerçants serait un véritable blocage pour l'exposition de leurs produits, mais également pourrait causer à l'avenir, si rien n'est fait, des maladies, voire même des inondations. Un regard est tourné du côté de la mairie en charge d'assurer la propreté de la ville afin que cet axe soit rétabli avant l'arrivée des pluies. Parlons éducation à présent pour la poursuite de ce journal avec la rentrée des classes qui pointe à l'horizon. Les craintes des parents d'élèves se font déjà ressentir et au nombre de ces craintes, il y a bien évidemment les grèves intempestives. Écoutons ces parents inquiets qui sont face à la caméra de Jean-Luc Bourobou. Les choses ne s'annoncent pas très bien. Déjà pour le climat, pour l'instant, le climat politique. Et la répression sans cesse. Je vous prendrai par exemple celle qu'ont subi les étudiants il y a, je crois peut-être une semaine aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Voilà. Et nous réalisons seulement que nous sommes en face d'un pouvoir patauge, mais tous azimuts, et qui ne fait rien pour vraiment rétablir les choses proprement dit. Veuillez me pardonner. On parle de la gestion des humains, ça n'a rien à voir avec le politique. On parle de la rentrée académique, mais c'est les mêmes personnes qui sont aux manettes. L'éducation gabonaise peut être rehaussée, il faudrait que des personnes promptes soient mises à leur place, véritablement. Parce qu'avec ce pouvoir illégitime et ces personnes que nous connaissons, les Gabonais ne peuvent rien attendre. Je crains que les grèves reprennent encore et que les enfants n'apprennent pas bien. Parce que tous les enfants ne sont pas dans les établissements privés. Il y en a qui sont dans les établissements publics. Qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde ce match et on attend à ce que le gouvernement fasse quelque chose pour contenter aussi les enseignants. Parce que les enseignants ne le font pas pour rien. S'ils le font, c'est qu'ils ont leur raison. Donc, on essaie de trouver le juste milieu et que les enseignants aussi se mettent à la place des parents.
Place à l'actualité hors de nos frontières. D'abord en France, selon les premières estimations de la police, plusieurs milliers de personnes étaient réunies à la mi-journée mardi dans toute la France pour manifester contre la réforme du Code du travail. Retrouvons nos confrères de la presse internationale. Une journée de manifestation qui aura valeur de test pour le gouvernement comme pour les syndicats. Ces derniers préparent leur première mobilisation sociale du quinquennat contre les ordonnances prévues par Emmanuel Macron pour réformer le droit du travail. Alors qu'ils se mobilisent, c'est la CGT qui mène la contestation comme ici à Nancy, où ces militants finissent de préparer les banderoles. Il ne faut pas être feignant pour faire grève. Il faut accepter de perdre de l'argent à la fin du mois. Il faut accepter de sacrifier des aspects pour défendre ses droits et les droits des futures générations. La CGT prévoit au total 200 manifestations en France. Elle a recensé 4000 appels à la grève. Elle est soutenue par Solidaire, l'union syndicale déjà très mobilisée contre la loi El Khomri sous François Hollande. La FSU, première fédération de l'enseignement, sera présente. La CFDT, elle, devrait être absente des cortèges. Mais qu'en est-il de Force ouvrière? Cette fois, FO n'appelle pas à la mobilisation. La décision est contestée en interne, notamment par certains délégués d'Air France. On n'arrive pas à croire que de faciliter le licenciement, ça va créer de l'embauche. Force ouvrière a appelé 12 manifestations en 2016 contre la loi El Khomri, alors que la réforme du Code du travail est le prolongement de la loi El Khomri. Autre inconnu pour l'heure, la mobilisation des jeunes. Mais quoi qu'il arrive, la CGT a déjà prévu une nouvelle journée d'action le 21 septembre, veille de l'adoption définitive de la loi travail par ordonnance. Puis aux Antilles, dans l'île Saint-Martin, un plan de reconstruction a été mis en place. La population a également mis du sien pour que les choses aillent plus vite. Presse internationale. C'est la partie néerlandaise de Saint-Martin. L'ordre règne, assuré par des militaires qui étaient prépositionnés avant l'arrivée de l'ouragan. Tournez à droite, la route est fermée, on est en train de la nettoyer. Les routes ont été rapidement dégagées et les voitures circulent plutôt bien. Ici, tout le monde s'y est mis pour effacer les débris laissés par Irma. On a essayé d'enlever tout ce qui traînait sur la route. Et on va continuer jusqu'à ce que tout soit propre. Les commerces ont même déjà rouvert. Devant cette pharmacie, on fait la queue disciplinée. Des Français de l'autre partie de l'île sont même venus pour s'approvisionner. Je suis assez contente, entre guillemets, parce que je trouve qu'il y a vraiment un bon esprit côté hollandais. Les gens s'entraident, les gens nettoient. On voit déjà une évolution en 2 jours, alors que côté français, c'est pas le cas, malheureusement. Côté français, le contraste est saisissant. La situation est toujours chaotique. Les habitants attendent les secours qui distribuent de l'aide. 4 jours après le passage d'Irma, il n'y a toujours rien. Il n'y a plus rien, on ne peut rien faire. Les écoles, elles sont détruites, qu'est-ce qu'on va faire? Pour moi, Saint-Martin, c'est fini. Il faut attendre 2-3 ans pour pouvoir dire qu'un endroit qu'on peut vivre. Là, maintenant, c'est invivable. Comme tant d'autres, ce couple a tout perdu. Maison, travail et le sentiment d'être abandonné. À la veille de l'arrivée du président de la République sur l'île, ils ont un message pour Emmanuel Macron. Monsieur Macron nous aide le plus possible, le plus rapidement possible, pour dégager tout ce qu'il y a à dégager et faire que l'île reparte le plus vite possible. Et il suffit de regarder ces images aériennes pour mesurer que la reconstruction de Saint-Martin sera une tâche titanesque. Poursuivons avec le volet sport. Mathias Otunga aussi Badjo, le nouveau ministre des Sports et des Loisirs, et sa suite étaient du côté du quartier Petit Paris de Libreville, s'enquérir de l'avancement des travaux du futur palais des sports qui, une fois terminé, comptera 5358 000 places assises. Une visite à laquelle prenaient part Euphrem Biyogo-Edzo et Fleury Asiondo de notre rédaction. Lancé il y a tout juste 5 mois jour pour jour, les travaux liés au futur palais de sport de Libreville se poursuivent sur une superficie de 8000 m². Quant au délai d'exécution des travaux, celui-ci est arrêté à 10 mois, mais la crainte y est déjà quant au retard accusé. Le petit mouvement d'humeur en douane a fait que le matériel destiné à la toiture retarde un peu.
les dispositions sont prises pour que la marchandise sorte et que les choses soient faites dans le délai encore une fois. Cet édifice devrait en principe abriter sa toute première compétition majeure dès janvier 2018 avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Le temps presse du côté de l'entreprise Gymnastet Construction Engineering, maître d'ouvrage de cette arène qui, une fois achevée, serait dotée de 5358 places toutes assises. Il faudrait tout faire pour que l'on termine le palais de sport suffisamment avant le début de la compétition, pour ne pas faire dans la précipitation comme ce fut le cas du stade de l'Amitié. Mais il ne s'agit pas de déboire. À l'heure où on est, ce chantier a déjà consommé près de 5836 mètres cubes de béton armé pour coller à l'actualité avec l'avènement du septennat dédié à la jeunesse, un programme tant souhaité par le chef de l'exécutif, lequel lui est cher. Le rendez-vous de janvier prochain de la CAN de handball viendra couronner tous ces efforts. Je viens là de visiter le palais de sport destiné à accueillir et cet événement et tous les autres événements qui vont concerner la jeunesse par la suite. Je sors de là satisfait. L'entreprise nous rassure que tout est dans les délais. Il y a des actions qui sont terminées à 100%, d'autres à 90%. Mais il y a encore 2 ou 3 petites choses qui restent à faire. Grosso modo, je suis satisfait de cette visite. Occasion pour le ministre de rassurer le public quant aux autres chantiers restés longtemps en berne. Ce projet qu'on a tant désiré, du grand stade Omnisport, est en train de se mettre en place élément par élément. Là, nous visitons actuellement le palais de sport. Nous allons nous attaquer à la finition du grand stade Omnisport et à la construction aux alentours des équipements qui vont avec. Le tout nouveau détenteur du portefeuille du ministère des Sports et des Loisirs serait-il l'homme providentiel sur qui reposeraient les espoirs du sport national? Nous attendons de voir. Les différents présidents des ligues sportives de l'Ogooué-Maritime auront été édifiés sur les règlements et statuts qui régissent le sport dans le pays. Une initiative à mettre à l'actif du collectif des maîtres de kickboxing, saluée ici par les bénéficiaires. Inès Ngunga Mombo. La méconnaissance des règlements et statuts qui régissent le sport gabonais est le mal de la quasi-totalité des présidents des ligues sportives du pays, qui évoluent à l'aveuglette, et c'est au moment où ils doivent percevoir les subventions qu'ils sont informés qu'ils travaillent dans l'illégalité. Une façon de faire qui a conduit les membres du collectif des maîtres de kickboxing de tenir une rencontre d'information sur les règlements et statuts du sport afin qu'ils s'en imprègnent. Une initiative saluée par l'ensemble des présidents de la Ligue de la province de l'Ogooué-Maritime. Généralement, oui, très bien, parce que les textes sont généralement englobent tout le monde. L'association, c'est tout le monde, on parle de tout le monde. Donc, je me compte dans tout ce que le collectif a mis sur le terrain. Ce dont j'ai retenu, c'est juste le sérieux qui doit nous animer dans la pratique des arts martiaux, l'éthique et la déontologie des arts martiaux que nous devons toujours chercher et prôner partout où nous foulons nos pieds et pouvoir transmettre ça à nos élèves. C'est une très bonne chose parce que normalement une ligue ou alors les clubs doivent avoir des statuts et des règlements intérieurs. Donc les statuts et les règlements nous couvrent. Et puis j'ai retenu aussi des conseils qu'ils ont donnés parce qu'au départ le kickboxing était reconnu comme des bagarreurs, vraiment des gangsters. Mais on leur a donné, a donné des conseils au nouveau président que ces genres d'attitudes ne doivent plus exister ou ne doivent pas exister dans le king. Il n'y a pas ici là des sponsors qui sont derrière ces clubs. La plupart des temps, ce sont des clubs eux-mêmes qui essayent de sortir un peu du cadre de l'existant pour pouvoir essayer de s'exercer, essayer de se maintenir au moins en tant que club. Voilà, donc il y a ça, on a besoin d'être encadré et la porte reste ouverte aux bonnes volontés qui peuvent apporter leur contribution, autant bien sur le plan matériel que sur le plan... Espérons que la connaissance acquise pendant cette rencontre sera transmise au niveau des clubs
pour que tous les membres s'approprient ces textes, règlements et statuts pour la bonne marche des disciplines sportives que compte le pays. Et avant de terminer dans l'expression libre de ce soir, dites-nous simplement comment appelle-t-on une personne qui tient une quincaillerie. À cet effet, Psoméan et Jean-Luc Bourobou ont tendu le micro à l'homme de la rue. Je vous invite à suivre ce qui suit. Une personne qui tient une quincaillerie. Bon, je sais pas, je n'ai aucune idée en fait. D'accord. Le quincaillier. Le quincaillier. Le quincaillier. Ok, d'accord. C'est une personne qui tient une quincaillerie. Une personne, j'aimerais d'abord dire bonjour à tous les qui nous regardent. Une personne qui tient une quincaillerie, on l'appelle un quincaillerie. D'accord, merci. Ouais. Comment appelle-t-on une personne qui tient une quincaillerie? Oui, merci. Qui tient une quincaillerie? Une quincaillerie. Une personne qui tient une quincaillerie. Comment on l'appelle? Je suis là, il faut poser aux gens comme ça là. Une personne qui tient une quincaillerie. C'est un gérant parce que j'ai fait un quincaillerie. Il était un gérant. Ok, merci. Comment appelle-t-on une personne qui tient une quincaillerie? Madame, excusez-moi, allez-y voir le monsieur, on va poser la question. Ok, merci. Une personne qui tient une quincaillerie. Un quincailleur peut-être. Merci. Une personne qui tient une quincaillerie. La personne qui tient une quincaillerie. Le super. Ok, merci. Celui ou celle qui tient une quincaillerie est appelé un quincaillier ou une quincaillère. Sur ce, nous refermons cette édition d'information. Merci encore d'avoir été des nôtres.